Elle servait de lot au mariage. Quand le milliardaire a vu la bague de sa défunte épouse à sa main, et il a été ému aux larmes. Le salon de réception scintillait sous les lustres de cristal, comme un palais de contes de fées. Des centaines de roses blanches parfumaient l'air, et le champagne coulait à flots dans des coupes en cristal de baccarat. Claire Martin se faufilait entre les tables avec son plateau d'argent, invisible dans son uniforme noir et blanc impeccable. À 27 ans, elle avait appris à disparaître dans ce genre d'endroits, des lieux où une seule bouteille de vin coûtait plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. Reste discrète, souris poliment, ne renverse rien. C'était son mantra lors de ces événements où elle travaillait comme extra. Chaque euro comptait quand on dormait dans des foyers d'hébergement d'urgence. Elle ajusta machinalement la petite bague en argent qu'elle portait à l'annulaire droit, son unique trésor, le seul objet qui lui restait de Sophie, sa mère adoptive décédée 12 ans plus tôt. L'émeraude verte captait la lumière des lustres, brillant d'un éclat presque surnaturel. Claire la touchait souvent dans les moments de stress, comme un talisman, de l'eau plate. « S'il vous plaît, mademoiselle » demanda une voix à sa gauche. Claire se tourna vers la table principale où étaient assis les invités d'honneur. Un homme d'une 50aine d'années, en costume gris anthracite impeccablement coupé, la regardait. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés avec soin. Mais c'était son regard qui frappa Claire, une profonde tristesse que même le sourire poli ne parvenait pas à masquer. « Tout de suite, monsieur », répondit-elle en s'approchant avec sa carafe. Elle se pencha légèrement pour remplir son verre. Concentrée sur sa tâche, le silence se fit soudain à la table. Claire leva les yeux, intriguée par ce changement d'atmosphère. L'homme la fixait avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Non, il ne la fixait pas à elle. Il regardait sa main, plus précisément, sa bague. Son visage avait perdu toute couleur. Ses lèvres tremblaient. « Monsieur, ça va ?» demanda Claire, inquiète. Le verre qu'il tenait de l'autre main lui échappa des doigts. Le cristal explosa sur le sol en 1000 éclats brillants, projetant de l'eau partout. Plusieurs invités sursautèrent. Le brouhaha des conversations s'arrêta net. Mais l'homme ne semblait même pas s'en rendre compte. Des larmes coulaient sur ses joues. Il tremblait de tout son corps. « C'est impossible » murmura-t-il d'une voix brisée. « Mon Dieu, c'est impossible » Claire recula d'un pas, le cœur battant. Qu'est-ce qui se passait? Autour d'eux, les invités chuchotaient, sortirent leur téléphone. L'orchestre avait cessé de jouer. L'homme se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. Il saisit doucement le poignet de Claire, pas avec violence, mais avec une délicatesse tremblante, presque révérencieuse. « Où avez-vous eu cette bague ?» Sa voix n'était qu'un souffle rauque, chargé d'émotion. « C'est à moi, c'est ma mère qui me l'a donnée. » balbutia Claire déstabilisée. « Votre mère ?» Il la regardait maintenant droit dans les yeux, scrutant son visage comme s'il y cherchait quelque chose. Comment s'appelait-elle? Où l'a-t-elle eue? Claire sentit la panique monter. Cet homme était-il fou? Allait-il l'accuser de vol? Sophie Martin, elle est morte quand j'avais 15 ans. Cette bague était à elle. Elle me l'a donnée sur son lit de mort. Les sanglots de l'homme redoublèrent. Une femme élégante à la table se leva précipitamment. « Philippe, qu'est-ce qui te prend ?» Mais Philippe, c'était donc son nom, l'ignora complètement. Il ne lâchait pas le poignet de Claire, les yeux rivés sur la bague. « Il faut que je vous parle, s'il vous plaît, en privé. » Ce n'était pas une demande, c'était une supplication. Le responsable de l'événement s'approchait déjà, l'air contrarié. Claire savait qu'elle risquait de perdre ce travail, peut-être même d'être blacklistée. Mais quelque chose dans le désespoir de cet homme la toucha. « D'accord », dit-elle doucement. Philippe l'entraîna vers une petite salle adjacente, ignorant les murmures et les regards. Une fois la porte fermée, il s'effondra presque sur une chaise, le visage dans les mains. « Pardon pour cette scène, mais vous ne comprenez pas. » Il leva la tête, les joues striées de larmes. « Cette bague, je l'ai fait faire il y a 28 ans. C'est moi qui ai dessiné le modèle. L'émeraude vient de Colombie. Elle est unique au monde. Et à l'intérieur, il tendit la main. Claire, hésitante, retira lentement la bague et la lui donna. Philippe la retourna avec des gestes infiniment précautionneux, comme s'il manipulait une relique sacrée. Puis il la porta à la lumière, plissant les yeux pour lire l'intérieur de l'anneau. Péplusa. « Éternel » lut-il d'une voix brisée. « C'était la bague de fiançailles de ma femme, Aurore. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Votre femme »
Elle a disparu il y a 28 ans. Philippe releva vers elle des yeux rougis. Elle était enceinte de 7 mois. On passait des vacances à Biarritz. Elle est sortie pour un rendez-vous médical et elle n'est jamais revenue. Les mots sortirent par saccades, comme si chacun lui coûtait. On a retrouvé son sac près du port, du sang. La police a conclu qu'on l'avait jetée à la mer. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cette bague non plus. Il ne pouvait pas y en avoir 2. J'avais fait graver nos initiales à l'intérieur. Comment cette bague est-elle en votre possession ? Claire s'assit lentement, la tête qui tournait. Je ne sais pas, Sophie. Ma mère. Elle m'a juste dit que ma vraie mère me l'avait confiée, qu'elle me l'a donnée pour que je la garde. Votre vraie mère. Philippe se redressa brusquement. Vous êtes adoptée. Oui. Enfin, je crois. Sophie n'était pas très claire. Elle était infirmière. Elle travaillait à Toulouse dans les années 90, juste avant ma naissance. Elle a immigré en France. Elle ne parlait jamais de mon passé. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Juste avant de mourir, elle m'a dit que je venais d'une famille importante, que ma vraie mère lui avait demandé de me protéger. C'est tout ce que je sais. Le silence tomba entre eux, lourd de questions impossibles. « Quel âge avez-vous » demanda Philippe d'une voix blanche. « 27 ans. » Il ferma les yeux. « Mon Dieu, l'âge qu'aurait notre fille. » Claire le regarda, incapable de parler. C'était trop étrange, trop intense, trop soudain. « Mademoiselle Martin, Claire. » Philippe la regardait maintenant avec une intensité presque douloureuse. « Je sais que ça va vous paraître fou. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais, s'il vous plaît, laissez-moi faire des recherches. Laissez-moi découvrir comment cette bague est arrivée entre vos mains. Vous pensez que je suis... » Claire ne put finir sa phrase. C'était trop énorme pour être prononcé. Je ne sais pas quoi penser, mais je cherche des réponses depuis 28 ans. Et vous portez l'alliance de ma femme morte. Ce n'est pas une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence. Claire hocha lentement la tête. Au fond d'elle, quelque chose vibrait, un espoir fou qu'elle n'osait pas nommer. Et si Sophie avait dit vrai, et si elle venait vraiment d'une famille, et si cet homme brisait devant elle, d'accord, murmura-t-elle, faites vos recherches. Philippe tendit une main tremblante et serra celle de Claire. Merci. Je vous promets de découvrir la vérité. Dehors, le mariage continuait, mais pour Claire et Philippe, le monde venait de basculer. Biarritz, juillet 1995. Le soleil d'été inondait la terrasse de l'hôtel du Palais. Philippe Morel, 24 ans à peine, regardait sa femme avec une tendresse infinie. Aurore était resplendissante dans sa robe d'été blanche. Sa main posée sur son ventre rond de 7 mois. Ses cheveux châtains ondulaient dans la brise marine. Et ses yeux verts, ses yeux qui l'avaient fait tomber amoureux dès le premier regard, brillaient de bonheur. « Tu crois que ce sera un garçon ou une fille ?» demanda-t-elle en souriant. « Je m'en fiche complètement. » Philippe posa sa main sur la sienne. « Du moment que vous allez bien tous les 2. Tous les 3, tu veux dire. » Aurore rit. « N'oublie pas le papa dans l'équation. » C'était leur dernière semaine de vacances, avant l'arrivée du bébé. Philippe venait de reprendre l'entreprise pharmaceutique familiale après la retraite de son père. L'avenir s'annonçait radieux. Une carrière prometteuse, une femme qu'il adorait. Un enfant en route. « J'ai rendez-vous chez le médecin à 15h, » rappela Aurore. « Juste un contrôle de routine. Tu veux m'accompagner ?» Évidemment. Je ne raterai ça pour rien au monde. Mais à 14h, un appel urgent de Paris changea tout. Un problème majeur à l'usine nécessitait son attention immédiate. Philippe dut passer 2 heures au téléphone avec ses ingénieurs. « Vas-y sans moi, mon amour, » dit-il à contre-cœur. « Je te rejoins dès que j'ai fini. C'est juste à 10 minutes d'ici. » Aurore l'embrassa sur la joue. « Ne t'inquiète pas. C'est vraiment rien. Juste vérifier la tension et le rythme cardiaque du bébé. Je serai de retour dans 1 heure. » Elle partit en taxi, son sac à main en cuir beige sur l'épaule, sa bague en émeraude étincelant au soleil. Ce fut la dernière fois que Philippe la vit vivante. À 17h, elle n'était toujours pas rentrée. Philippe appela le cabinet médical. La secrétaire confirma qu'Aurore était venue à son rendez-vous, que tout allait bien, et qu'elle était partie vers 15h30. À 18h, Philippe était au commissariat. À 20h, des policiers fouillaient les environs du cabinet médical. À 23h, ils trouvèrent son sac abandonné près du vieux port, à 2 km du cabinet, et du sang, beaucoup de sang.
Les jours suivants se transformèrent en cauchemars. Battus, plongeurs, hélicoptères. La presse locale transforma l'affaire en une macabre. Jeune femme enceinte, disparue à Biarritz. Les gros titres s'étalèrent partout, mais pas de corps. Pas d'Aurore, pas de bébé. L'enquête piétina, aucun témoin, aucune piste solide. Les policiers conclurent finalement qu'Aurore avait été victime d'une agression, probablement jetée à la mer. Le dossier fut classé, mort présumée. Philippe refusa de le croire. Il engagea des détectives privés, offrit des récompenses, harcela la police pendant des mois, mais rien. Aurore et leur enfant avaient disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Il ne se remaria jamais, ne put jamais tourner la page. Comment le pouvait-il? Sans corps à enterrer, sans réponse, sans savoir ce qui était arrivé à la femme qu'il aimait et à l'enfant qu'il n'avait jamais connu. Paris, présent Philippe émergea de ses souvenirs, le visage baigné de larmes. Il était assis dans son bureau immense de l'avenue Montaigne, mais il n'y voyait rien. Il ne voyait qu'Aurore, radieuse sous le soleil de Biarritz, une main sur son ventre, devant lui. 3 investigateurs privés, les meilleurs de France, attendaient ses instructions. « Je veux tout savoir sur Sophie Martin », dit-il d'une voix rauque. Où elle a travaillé, où elle a vécu, comment elle a obtenu cette bague, et je veux tout savoir sur Claire, certificat de naissance, dossiers médicaux, tout. Monsieur Morel, intervint prudemment Mercier, le chef de l'équipe. Il faut envisager la possibilité que cette jeune femme soit une arnaqueuse. Philippe le coupa sèchement. J'y ai pensé, mais vous n'avez pas vu son visage. Vous n'avez pas vu cette bague, c'est la bague d'Aurore, je la reconnaîtrai entre 1000. Nous allons creuser, promit Mercier. Mais ça prendra du temps. On parle d'événements vieux de presque 30 ans. J'ai attendu 28 ans. Je peux attendre quelques semaines de plus. Pendant ce temps, Claire se tenait devant la grille imposante de la propriété de Philippe à Neuilly-sur-Seine. La veille, il l'avait appelée. « Vous avez reçu des menaces ?» avait-il demandé sans préambule. « Des... quoi ? Des menaces ? Des coups de fil bizarres ? Des gens qui vous suivent ? Non. Pourquoi ? Parce que si vous êtes vraiment ma fille, si cette histoire est vraie, alors quelqu'un a fait disparaître votre mère. Et ce quelqu'un pourrait ne pas apprécier que la vérité refasse surface. » Sa voix était grave. « Je ne veux pas prendre de risques. Je vous en prie. Venez habiter ici, juste temporairement, jusqu'à ce qu'on y voie plus clair. » Claire avait d'abord voulu refuser, accepter l'hospitalité d'un étranger, aussi riche soit-il, lui semblait inconfortable. Mais cette nuit-là, dans son lit du foyer, elle avait repensé aux yeux de Philippe, à sa douleur brute, à la sincérité absolue de son désespoir. Et puis, soyons honnêtes, dormir dans une vraie chambre, avec un vrai lit, dans une maison chauffée, c'était tentant. Elle sonna à l'interphone. Un majordome, un vrai majordome en livrée, vint lui ouvrir. La propriété était encore plus impressionnante de l'intérieur. Jardins à la française, fontaine centrale, façade en pierre de taille. Philippe l'attendait sur le perron. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, ce qui était probablement le cas. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. « Laissez-moi vous montrer votre chambre. » Il la guida à travers des couloirs décorés avec un goût exquis mais étrangement impersonnel. Comme un musée plutôt qu'une maison. Pas de désordre, pas de vie. La chambre qu'il lui attribua était plus grande que tous les appartements où Claire avait vécu. Lit king size, salle de bain en marbre, dressing, elle dut réprimer un fou rire nerveux. Hier encore, elle dormait sur un lit de camp dans un dortoir partagé avec 15 autres femmes. C'est magnifique. Merci. Philippe hocha la tête, mal à l'aise. Je vous laisse vous installer. Le dîner est à 20h, si ça vous convient. Le premier repas ensemble fut étrange. Ils se retrouvèrent dans une salle à manger qui aurait pu accueillir 30 personnes, assis aux 2 extrémités d'une table interminable. Un serveur apporta des plats gastronomiques que Claire n'aurait jamais pu se permettre. « C'est ridicule, n'est-ce pas ?» dit soudain Philippe. « Pardon, cette table, cette distance. » Il se leva brusquement, prit son assiette et ses couverts, et vint s'asseoir à côté d'elle. « Voilà, c'est mieux. » Claire sourit malgré elle. « Beaucoup mieux. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, puis Philippe posa sa fourchette. « Parlez-moi de vous, de votre vie. » Claire hésita. Que dire ? Que sa vie avait été une succession de galères depuis la mort de Sophie.
que certains soirs, elle ne mangeait pas pour économiser, qu'elle avait parfois dormi dans des parkings. Il n'y a pas grand-chose à raconter. S'il vous plaît, le regard de Philippe était intense. J'ai raté 27 ans. J'ai besoin de savoir. Alors Claire raconta. Pas tout. Elle garda les pires humiliations pour elle, mais assez pour qu'il comprenne. Sophie et son amour inconditionnel, malgré la pauvreté, la mort du cancer, les années d'errance, les petits boulots, la solitude. Philippe écouta sans l'interrompre, les mâchoires serrées. Quand elle eut fini, il essuya discrètement ses yeux. « Si vous êtes ma fille », il s'interrompit, la voix brisée. « Si vous êtes ma fille, vous n'aurez plus jamais à souffrir. Je vous le promets. » Plus tard dans la soirée, Philippe emmena Claire dans son bureau, sur les murs. Des dizaines de photos d'Aurore. Aurore riant, Aurore lisant, Aurore dans sa robe de mariée. Claire s'approcha lentement, fascinée. Et là, elle le vit, dans le sourire d'Aurore, dans la forme de ses yeux, dans la fossette au menton. « Je lui ressemble », murmura-t-elle, stupéfaite. Philippe était juste derrière elle. « Oui, mon Dieu, oui, vous lui ressemblez. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant le visage d'une femme morte depuis presque 3 décennies, une femme qui, peut-être, était la mère de Claire. « Demain, nous faisons le test ADN, » dit Philippe doucement. « Nous saurons. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Espoir et terreur se battaient dans son cœur. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange routine. Claire découvrait les codes d'un monde qu'elle n'avait jamais connu, celui où les repas apparaissaient comme par magie, où les draps sentaient la lavande, où personne ne vous demandait de partir à 6 heures du matin. Philippe, de son côté, réapprenait à partager son espace avec quelqu'un. Ses pas résonnaient différemment dans les couloirs quand il savait que Claire était là. Mercier appela le 3e jour. « On a retrouvé quelqu'un » annonça-t-il. « Madame Geneviève Blanchard. Elle était aide-soignante au CHU de Toulouse en 1995. Elle se souvient de Sophie Martin. » Philippe convoqua immédiatement une réunion. Claire et lui s'installèrent dans le salon, tandis que Mercier ouvrait son ordinateur portable. Madame Blanchard a 72 ans maintenant. Elle est à la retraite, vit près de Toulouse. Quand j'ai mentionné Sophie Martin, elle s'est souvenue immédiatement. Il fit pivoter l'écran. Voici l'enregistrement de notre conversation. Le visage d'une femme aux cheveux gris apparut. Elle avait l'air méfiant. Fatiguée ? Sophie Martin ? Oui, je m'en souviens très bien, disait-elle. C'était une bonne infirmière, très dévouée. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre en septembre 1995. Claire se pencha en avant, le cœur battant. Un soir, en pleine nuit, on a reçu une jeune femme dans un état critique, enceinte. Elle saignait abondamment, elle était inconsciente. Pas de papier, pas d'identité, rien. On aurait dit qu'on l'avait abandonnée devant les urgences. Philippe devint livide. Quelle date exactement ? Mercier consulta ses notes. Le 18 septembre 1995. Mon Dieu. Philippe porta la main à sa bouche. 2 mois après la disparition d'Aurore. L'enregistrement continuait. Cette femme était dans un sale état. Des marques sur les poignets, comme si elle avait été attachée, malnutrition sévère, déshydratation, et le bébé voulait sortir. Claire sentit sa gorge se serrer. On l'a emmenée en salle d'accouchement d'urgence. Sophie était de garde cette nuit-là. C'est elle qui a assisté le médecin. La fille a accouché d'une petite fille en bonne santé, miraculeusement. Mais la mère, Geneviève secoua la tête. Elle a sombré dans le coma tout de suite après, hémorragie massive. Pendant combien de temps est-elle restée dans le coma ? Demandait Mercier sur l'enregistrement. 3 jours. Sophie ne la quittait pratiquement pas. Elle s'était attachée au bébé, voyez-vous ? Sophie venait de perdre son propre enfant quelques mois plus tôt. Fausse couche tardive. Ça l'avait dévastée. Philippe échangea un regard avec Claire. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le 3e jour, la jeune femme s'est réveillée brièvement, juste quelques minutes. J'étais là. La voix de Geneviève se fit plus douce. Elle délirait, parlait à peine, mais elle a réussi à retirer une bague qu'elle portait, une belle bague avec une pierre verte, et elle l'a mise dans la main de Sophie. Claire toucha instinctivement sa bague. Elle a dit quelque chose, insistait Mercier. Oui, j'ai entendu. Elle a dit « Protège ma fille, danger ».
Puis elle a murmuré un nom, je crois. Ça ressemblait à Philippe, ou Filippo, je ne suis pas sûre. Et puis, Geneviève marqua une pause. Elle est morte. L'hémorragie interne était trop importante. On n'a pas pu la sauver. Le silence dans le salon était assourdissant. Philippe avait les yeux fermés, les poings serrés. Claire sentait les larmes couler sur ses joues, sans pouvoir les retenir. Et Sophie, qu'est-ce qu'elle a fait? La voix de Mercier résonnait dans les enceintes. C'est là que ça devient trouble. Geneviève fronça les sourcils. Sophie a pris le bébé. Elle a dit qu'elle le gardait en pouponnière en attendant qu'on identifie la mère. Mais 2 jours plus tard, Sophie a démissionné, du jour au lendemain. Et le bébé avait disparu aussi. Disparu. Eh bien, officiellement, le bébé avait été transféré, mais aucun de nous n'a vraiment compris où. Et quand j'ai posé des questions, on m'a dit de me mêler de mes affaires. Ça sentait le louche, si vous voulez mon avis. Et la mère décédée, elle a été identifiée. Je ne sais pas, on l'a envoyée à la morgue, évidemment. Mais après, Geneviève haussa les épaules. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'imagine qu'elle a été enterrée sous X quelque part. À l'époque, on ne posait pas trop de questions. L'enregistrement s'arrêta. Mercier referma l'ordinateur. On vérifie actuellement les registres de décès à Toulouse pour septembre 1995, mais les archives de cette époque sont partielles. Beaucoup de choses n'ont jamais été numérisées. Philippe se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Ses épaules tremblaient. « Elle a souffert pendant 2 mois, murmura-t-il. « Mon Dieu, Aurore a souffert pendant 2 mois avant de... » Il ne put finir sa phrase. Claire s'approcha de lui, hésitante. Elle ne savait pas quoi dire. Que pouvait-on dire face à une telle horreur? « Sophie l'a sauvée, dit-elle doucement. Elle a sauvé votre. Elle m'a sauvée. » Philippe se retourna. Son visage était ravagé. Mais pourquoi ne pas avoir appelé la police? Pourquoi ne pas avoir signalé qu'une femme dans cet état était arrivée? Elle portait clairement les traces d'un enlèvement. Elle avait peur, suggéra Mercier. Si des gens avaient été capables de faire ça à cette femme, qu'est-ce qui les empêcherait de revenir pour le bébé? Sophie a peut-être pensé que le meilleur moyen de protéger l'enfant était de disparaître. Ou elle a juste voulu un bébé pour remplacer celui qu'elle avait perdu, répliqua Philippe amèrement. On ne saura jamais vraiment. Claire sentit une vague de colère monter. Sophie n'était pas comme ça. Elle m'a aimée, vraiment aimée. Je n'en doute pas. Philippe s'adoucit immédiatement. Pardon, je ne voulais pas. Il se passa la main sur le visage. Il faut qu'on fasse ce test ADN, on doit être sûr. Ils se rendirent dans une clinique privée l'après-midi même, un simple prélèvement buccal pour chacun, quelques secondes qui détermineraient toute leur vie. Les résultats seront là dans 5 jours, annonça le technicien. 5 jours, 120 heures, 7200 minutes d'attente insoutenable. La première nuit, Claire ne dormit pas. Elle resta éveillée à regarder le plafond de sa chambre somptueuse, se demandant si elle méritait tout ça. Et si le test était négatif, et si ce n'était qu'une coïncidence extraordinaire, le 2e jour, Philippe l'emmena déjeuner dans un petit bistrot du quartier. Il ne toucha presque pas à son assiette. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit-il soudain. « Même si le test dit non, même si vous n'êtes pas ma fille biologiquement, je vous ai déjà adoptée dans mon cœur. » Claire sentit sa gorge se nouer. « Moi aussi, je veux dire. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que vous êtes mon père. » Le 3e jour, Mercier revint avec plus d'informations. On a cherché dans les archives hospitalières. Il y a bien eu un décès enregistré le 21 septembre 1995. Femme non identifiée, 22 ans environ, décédée des suites d'une hémorragie post-partum. « Où est-elle enterrée ?» demanda Philippe, la voix rauque. « C'est là que ça se complique. Elle a été inhumée dans le carré des indigents au cimetière de Toulouse. Tombe anonyme, mais... » Mercier hésita. « On pourrait demander une exhumation, faire un test ADN post-mortem. » Philippe ferma les yeux. « Attendons d'abord les résultats du test avec Claire. Une chose à la fois. » Le 4e jour traîna comme une éternité. Claire essaya de lire, de regarder la télévision, de faire n'importe quoi pour s'occuper l'esprit. Rien ne fonctionnait. Le 5e jour, Philippe reçut l'appel à 14h. « Les résultats sont prêts, vous pouvez venir les chercher. » Ils firent le trajet en silence. Claire regardait défiler Paris par la vitre, son cœur cognant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Dans le bureau du médecin, le docteur Lebrun les accueillit avec un sourire professionnel. « Asseyez-vous, je vous prie. »
Ils s'assirent côte à côte. Philippe prit la main de Claire. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage. Alors, la voix de Philippe était à peine audible. Le docteur Lebrun ouvrit le dossier devant lui, puis il leva les yeux, son expression s'adoucissant. « Monsieur Morel, Mademoiselle Martin ». Il marqua une pause. « Le test de paternité est positif, à 99,99%. Vous êtes père et fille. » Le monde s'arrêta, puis il explosa. Claire se tourna vers Philippe. Leurs regards se croisèrent, et tout était là, dans cet instant. 27 ans de questions, 27 ans de solitude, 27 ans de douleur, et maintenant, enfin, des réponses. Philippe attira Claire dans ses bras, et ils pleurèrent. Ils pleurèrent pour Aurore qui n'avait jamais pu tenir sa fille. Ils pleurèrent pour Sophie, qui avait gardé ce secret jusqu'à sa mort. Ils pleurèrent pour toutes ces années perdues, mais ils pleurèrent aussi de joie, de soulagement, de cet amour qui jaillissait entre eux. Instinctif et immédiat, « Ma fille !» sanglotait Philippe. « Ma petite fille. »« Papa !» répondait Claire. « Papa !» Un mot qu'elle n'avait jamais pu prononcer avant. Les semaines qui suivirent la confirmation du test ADN furent les plus étranges de la vie de Claire. Elle avait passé 27 ans à survivre au jour le jour. Et maintenant, elle avait un père riche, puissant, qui l'aimait déjà avec une intensité presque effrayante. Philippe fit tout ce qui était en son pouvoir pour rattraper le temps perdu. Il l'emmena faire du shopping. Claire protesta qu'elle n'avait besoin de rien, mais il insista pour qu'elle ait au moins une garde-robe décente. Il lui ouvrit un compte bancaire avec une somme qui la fit presque s'évanouir. Il parla de financer ses études de médecine, ce rêve qu'elle avait abandonné depuis longtemps. « Papa, c'est trop », protestait-elle chaque fois. « Je ne suis pas habituée à tout ça. Tu es ma fille. Tu as le droit à tout ça, et bien plus encore. » Il la regardait avec une tendresse mêlée de culpabilité. « J'aurais dû être là dès le début. Laisse-moi compenser, même un peu. » Mais au-delà du bonheur des retrouvailles, une question hantait Philippe. Qui avait fait ça à Aurore? Mercier et son équipe travaillaient sans relâche. Ils interrogeaient d'anciens policiers, fouillaient dans les archives, retraçaient les derniers jours d'Aurore à Biarritz. Ce fut Mercier lui-même qui fit la découverte. Il débarqua un matin à la propriété, le visage grave. Philippe et Claire prenaient le petit déjeuner sur la terrasse. Une routine qu'ils avaient établie, ce moment précieux où ils apprenaient à se connaître. « J'ai trouvé quelque chose », annonça Mercier sans préambule, « quelque chose qui va vous faire mal. » Philippe posa sa tasse de café. « Dites-moi, vous vous souvenez d'Armand Delaunay ?» Le visage de Philippe se figea. « Comment pourrais-je l'oublier ?» Claire les regarda tour à tour. « Qui est-ce ?»« Un homme d'affaires », expliqua Philippe d'une voix tendue. « Un concurrent dans le secteur pharmaceutique. En 1992, j'ai découvert qu'il commercialisait un médicament dont les essais cliniques avaient été falsifiés. Des gens sont morts à cause de ce produit. Je l'ai dénoncé. Et son empire s'est effondré. Il a été ruiné, traîné en justice, condamné à une lourde amende. » Philippe serra les poings. Il a juré de se venger, mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. Mercier ouvrit son dossier. « Vous auriez dû... On a retrouvé un ancien employé de Delaunay, un certain Marcel Fournier. Il était chauffeur pour lui dans les années 90, quand je lui ai montré une photo d'Aurore. Il marqua une pause. Il l'a reconnue immédiatement. Claire sentit son sang se glacer. Il dit qu'en juillet 1995, Delaunay lui a ordonné de suivre une jeune femme à Biarritz, une femme enceinte. Il devait noter tous ses déplacements, ses habitudes. Mercier sortit une photo jaunie. « C'est elle ? C'est Aurore. » Philippe prit la photo d'une main tremblante. On y voyait Aurore à la terrasse d'un café, souriante, une main sur son ventre. Le 17 juillet 1995, continua Mercier, Fournier dit qu'il a reçu l'ordre de « récupérer le colis », c'est le terme qu'utilisait Delaunay. Avec 2 autres hommes, ils ont attendu qu'Aurore sorte de son rendez-vous médical. Ils l'ont enlevée en pleine rue, jetée dans une camionnette, direction un entrepôt abandonné près de Bordeaux. « Mon Dieu !» La voix de Philippe n'était qu'un murmure. Fournier dit qu'il ne sait pas tout ce qui s'est passé ensuite. Il était juste chauffeur, mais il a livré de la nourriture et de l'eau à l'entrepôt pendant 2 mois. Il savait qu'il y avait une femme enfermée là-bas, enceinte. Mercier hésita. Il dit qu'il l'entendait pleurer la nuit.
Claire porta la main à sa bouche, luttant contre la nausée. Sa mère biologique avait enduré ça. « Pourquoi Fournier parle maintenant ?» demanda Philippe d'une voix blanche. « Cancer en phase terminale. Il dit qu'il veut mourir la conscience tranquille. Il est prêt à témoigner. Et Delaunay, où est-il ? Il vit à Saint-Tropez, retraité, officiellement. Mais mes sources indiquent qu'il a encore les mains dans plusieurs affaires louches. » Mercier referma son dossier. Avec le témoignage de Fournier et ce qu'on a trouvé d'autre, on a de quoi le coincer. Mais il faudra que Claire témoigne aussi. Tous les regards se tournèrent vers elle. Claire respirait avec difficulté, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Il a fait ça pour se venger de vous. » Elle regarda son père, incrédule. « Il a enlevé votre femme enceinte juste pour me détruire. » Philippe avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Et il a réussi, pendant 28 ans. J'ai vécu en enfer. Et Aurore, sa voix se brisa. Aurore a subi l'innommable, par ma faute. Non. Claire se leva brusquement et vint se placer devant lui. Ce n'est pas ta faute, c'est la sienne, à lui. Si je ne l'avais pas dénoncé, alors d'autres gens seraient morts à cause de ces médicaments. Claire lui prit le visage entre ses mains. Tu as fait ce qui était juste. C'est lui le monstre, pas toi. Philippe ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je veux qu'il paie. Je veux qu'il paie pour chaque seconde de souffrance qu'Aurore a endurée. Pour chaque année que j'ai passée sans toi. Alors battons-nous, dit Claire avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Envoyons ce salaud en prison. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. L'équipe juridique de Philippe, les meilleurs avocats de Paris, construisaient le dossier. Mercier continuait ses recherches, trouvant d'autres témoins, d'autres preuves. Mais Delaunay n'était pas stupide. Il avait des années d'expérience dans l'art de couvrir ses traces. La première menace arriva 1 semaine plus tard. Claire sortait de la boulangerie du quartier, quand une voiture noire s'arrêta à sa hauteur. Un homme en sortit, grand, costaud, le visage caché par des lunettes de soleil. « Mademoiselle Martin » dit-il calmement. « On me charge de vous transmettre un message. Laissez tomber cette histoire. Le passé devrait rester enterré. » Claire recula, le cœur battant. « Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui vous veut du bien. » Il sourit, mais c'était un sourire froid. « Les accidents arrivent si vite, vous savez, surtout aux jeunes femmes qui posent trop de questions. » Il remonta en voiture et disparut avant que Claire puisse réagir. Quand elle rentra à la propriété, tremblante, et raconta l'incident, Philippe devint livide de rage. « Ça suffit, tu ne sors plus sans protection. » Il appela immédiatement le chef de sa sécurité. En moins d'1 heure, 2 gardes du corps étaient assignés à Claire en permanence. « Papa, je ne peux pas vivre comme ça, » protesta-t-elle. « Tu vivras comme ça jusqu'à ce que cet enfoiré soit derrière les barreaux. » Philippe était inflexible. « Je ne te perdrai pas une 2e fois. » La 2e menace fut plus directe. Un paquet arrivait par coursier. À l'intérieur, une photo de Claire prise à son insu devant l'immeuble de Philippe, avec un mot « Nous savons où tu es, recule, ou rejoins ta mère. » Cette fois, Philippe porta plainte officiellement. La police ouvrit une enquête, mais ils savaient tous que Delaunay ne laisserait jamais rien remonter jusqu'à lui. « Il veut nous faire peur, » dit Claire un soir alors qu'il dînait. « Il veut qu'on abandonne. Et on va le faire, » demanda Philippe, scrutant son visage. Claire pensa à Aurore, à cette jeune femme de 22 ans, enceinte, terrifiée, enfermée dans un entrepôt sombre pendant des mois. Elle pensa à ses derniers mots. « Protège ma fille. »« Non, » répondit-elle fermement. « On va se battre. Pour maman. Pour nous. » Philippe tendit la main par-dessus la table, et Claire la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent, père et fille, unis dans leur quête de justice. Mais aucun d'eux ne savait encore jusqu'où Delaunay était prêt à aller. 3 jours plus tard, Philippe organisa un dîner avec sa famille élargie. Il était temps que tout le monde rencontre officiellement Claire. Ses parents, les grands-parents de Claire, arrivèrent les premiers. Marguerite et Henri Morel avaient respectivement 79 et 82 ans. Quand ils virent Claire, Marguerite s'arrêta net dans le hall d'entrée. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Aurore, c'est Aurore. » Elle s'approcha de Claire, les larmes aux yeux, et lui toucha doucement la joue. « Tu as ses yeux, son sourire, sa faussette. » Marguerite se tourna vers Philippe. « C'est vraiment elle. C'est vraiment notre petite fille. »
Oui, maman, c'est elle, c'est Claire. Marguerite éclata en sanglots et serra Claire dans ses bras avec une force surprenante pour son âge. Ma chérie, ma pauvre chérie, on t'a cherché. On a tant prié pour te retrouver. Henri s'approcha à son tour, plus réservé mais visiblement ému. Bienvenue dans la famille, jeune fille. Tu es chez toi ici. Le dîner fut à la fois joyeux et mélancolique. Oncle, tante, cousins, toute la famille Morel était là pour accueillir Claire. On porta des toasts, on raconta des histoires, on rit et on pleura. Mais l'ombre de Delaunay planait sur tout. Philippe avait prévenu tout le monde. L'affaire allait devenir publique. Il y aurait un procès. Ce serait long et douloureux. Nous sommes avec toi, fils, dit Henri en posant sa main sur l'épaule de Philippe, et avec Claire, jusqu'au bout. Cette nuit-là, alors que les invités étaient repartis, Claire se retrouva seule sur la terrasse. Regardant les lumières de Paris, Philippe vint la rejoindre, 2 tasses de thé à la main. « À quoi tu penses ?»« À maman, Aurore. » Claire accepta la tasse. Elle aurait aimé ce soir, non. Voir toute la famille réunie. Elle aurait adoré. Philippe regarda les étoiles. Et elle serait fière de toi. Tu es aussi courageuse qu'elle. J'ai peur, avoua Claire, de Delaunay, de ce qu'il pourrait faire. Moi aussi. Philippe passa son bras autour de ses épaules. Mais ensemble, on est plus forts. Ils restèrent là dans le silence. Père et fille, se préparant à la bataille qui les attendait, la guerre invisible commença 3 jours après le dîner familial. Marcel Fournier, le témoin clé qui devait témoigner contre Delaunay, disparut, volatilisé de son appartement de Bordeaux sans laisser de traces. Mercier appela Philippe à 6h du matin avec la nouvelle. Sa fille dit qu'il a reçu un coup de fil hier soir. Après, il a fait ses valises et il est parti. Elle est paniquée. Philippe ferma les yeux, massant ses tempes. Il a été menacé ou payé. On ne peut pas exclure cette possibilité. Trouvez-le, il nous faut son témoignage. Mais Fournier n'était que le début. Dans les jours suivants, 2 autres témoins potentiels se rétractèrent. L'un prétendit ne plus se souvenir de rien, l'autre déménagea en Espagne du jour au lendemain. Il les achète ou les effraie, rageait Philippe. Mais il ne mourra pas, on trouvera d'autres preuves. Maître Durand, l'avocat principal de Philippe, était moins optimiste. Monsieur Morel, sans Fournier, notre dossier est considérablement affaibli. Nous avons des indices, des coïncidences troublantes, mais rien de vraiment solide pour relier directement Delaunay au kidnapping. Et le diaire de Sophie. Il décrit les hommes qui ont abandonné Aurore, certes, mais Sophie ne peut plus témoigner. Et identifier formellement ces hommes 28 ans plus tard? Durand secoua la tête. C'est compliqué. Alors trouvez un moyen de le compliquer moins. Philippe explosa, puis se reprit immédiatement. Pardon, c'est juste. Je comprends. Nous faisons tout notre possible. Pendant ce temps, Claire tentait de reprendre une vie normale. Mais c'était devenu impossible. Les 2 gardes du corps, Thomas et Yves, la suivaient partout, au supermarché, au parc, même à la bibliothèque où elle passait désormais ses après-midi. Les regards commençaient aussi. L'histoire de la fille retrouvée du magnate Philippe Morel avait filtré dans la presse. Des journalistes campèrent devant la propriété. Son visage apparaissait dans les magazines People, Claire Martin, de SDF à héritière, l'incroyable histoire d'une Cendrillon moderne. Elle détestait cette attention. Elle n'était pas Cendrillon. Elle était juste une fille qui avait retrouvé son père. Un après-midi, alors qu'elle faisait semblant de lire dans le jardin, Marguerite vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu as l'air perdue. »« Ma chérie. » Claire referma son livre. « Je ne sais pas qui je suis censée être maintenant. Claire la sans-abri n'existe plus. Mais Claire Morel, l'héritière, je ne sais pas comment être cette personne. Tu n'as pas à être quelqu'un d'autre. » Marguerite lui prit la main. « Tu es toi. C'est suffisant. Et si je déçois tout le monde? Papa a tellement attendu, tellement espéré. Philippe t'aime pour ce que tu es, pas pour ce qu'il espère que tu seras. » Le regard de Marguerite était plein de tendresse. Tu lui as déjà donné le plus beau des cadeaux, ta présence. Claire sentit les larmes monter. J'ai peur, grand-mère. Peur que Delaunay gagne. Peur qu'on n'obtienne jamais justice pour Aurore. La justice prend du temps, mais elle arrive toujours. Marguerite serra sa main. Et confiance. Cette nuit-là, Claire fut réveillée par des bruits étranges, des craquements, des pas feutrés. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant.
La porte de sa chambre était entr'ouverte. Elle l'avait fermée avant de se coucher. Elle en était certaine. « Il y a quelqu'un ?» Sa voix tremblait. Silence. Elle tendit la main vers sa lampe de chevet, mais avant qu'elle puisse l'allumer, une silhouette surgit de l'ombre. Claire hurla. La lumière du couloir s'alluma brusquement. Thomas et Yves débarquèrent, armes au poing, suivis de Philippe en peignoir. Claire, la silhouette se jeta vers la fenêtre. Thomas tira. Le bruit assourdissant de la détonation résonna dans la chambre, mais l'intrus avait déjà enjambé le balcon. On entendit un bruit sourd 3 étages plus bas, puis des pas qui s'éloignaient en courant dans le jardin. « Fermez tout !» aboya Thomas dans son talkie-walkie. « Personne ne sort. » Philippe se précipita vers Claire et la serra dans ses bras. Elle tremblait de tous ses membres, en état de choc. « Ça va? Tu es blessée? »« Non, je crois pas. Il était dans ma chambre. » La police arriva 20 minutes plus tard. Ils fouillèrent la propriété, mais ne trouvèrent personne. L'intrus avait sauté du balcon, 3 mètres de hauteur, et s'était enfui par le jardin, malgré une balle dans l'épaule selon les traces de sang retrouvées. « C'est un professionnel », constata l'inspecteur Moreau. « Amateur ne survit pas à un saut pareil. »« Il venait pourquoi ?» demanda Philippe, les mâchoires serrées. « L'enlever, la tuer, probablement l'effrayer. Si l'objectif était de tuer, il aurait agi plus vite. » Moreau se tourna vers Claire. « Mademoiselle, vous êtes en danger. Nous pouvons vous offrir une protection policière. »« Elle reste ici, avec moi, » déclara Philippe. « Mais je double la sécurité. Personne n'approchera de ma fille. » Le lendemain matin, la propriété ressemblait à un bunker. Nouveaux gardes, caméras supplémentaires, patrouille permanente. Claire se sentait prisonnière, mais elle comprenait. Delaunay avait montré jusqu'où il était prêt à aller. Philippe organisa une réunion d'urgence avec son équipe juridique et Mercier. « On accélère tout !» annonça-t-il. « Je veux ce salaud arrêté maintenant. »« On n'a toujours pas assez de preuves solides, » objecta Durand. « Alors trouvez-en. » Philippe frappa du poing sur la table. « Il a envoyé quelqu'un chez moi, dans la chambre de ma fille. »« Je ne laisserai pas ça impuni. » Mercier intervint. « J'ai peut-être quelque chose. Un de mes contacts m'a parlé d'un ancien comptable de Delaunay. Il aurait des documents, des preuves de transactions suspectes dans les années 90. Contactez-le immédiatement. » Pendant ce temps, dans un autre coin de Paris, quelqu'un fouillait frénétiquement dans de vieux cartons stockés dans un garde-meuble. Claire avait demandé à Mercier de retrouver les affaires de Sophie, celles qu'elle avait dû abandonner quand elle s'était retrouvée à la rue. Après des semaines de recherche, il les avait localisés, 15 cartons poussiéreux dans un entrepôt de Montreuil. Claire avait insisté pour les trier elle-même. C'étaient les derniers vestiges de la femme qui l'avait élevée. Elle leur devait au moins ça. Au milieu de vieux vêtements et de bibelots sans valeur, elle tomba sur un petit cahier à la couverture usée, un journal intime, le cœur battant. Elle l'ouvrit. 18 septembre 1995, cette nuit a changé ma vie. Une jeune femme est arrivée aux urgences, à demi morte, enceinte. J'ai assisté le docteur Benoît pour l'accouchement. Une petite fille magnifique. Mais la mère, Claire tourna fébrilement les pages. 21 septembre 1995. Elle est morte ce matin. Avant, elle m'a donné sa bague. Elle a dit « Protège ma fille ». Danger, Philippe. J'ai compris. Cette femme fuyait quelque chose, quelqu'un, et il pourrait revenir pour le bébé. J'ai pris une décision. Dieu me pardonne. Je vais garder cet enfant. Je vais la protéger. Je vais l'aimer comme si elle était mienne. Les larmes coulaient sur les joues de Claire. Elle continua à lire. 22 septembre 1995. 2 hommes sont venus à l'hôpital. Ils posaient des questions sur une femme enceinte admise récemment. Ils portaient des costumes noirs. Ils avaient l'air dangereux. J'ai dit que je ne savais rien. Mais j'ai vu leur visage. Le grand brun avec une cicatrice sur la joue gauche. L'autre plus petit, avec des yeux de serpent. Claire s'arrêta. Des descriptions physiques détaillées. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Mais le plus important était à la page suivante. Sophie avait dessiné les 2 hommes. Des portraits rudimentaires mais reconnaissables. Et en dessous, elle avait griffonné. Ils sont venus dans une BMW noire. J'ai noté la plaque. 75 DKL 392. Claire sentit l'adrénaline monter. Une plaque d'immatriculation. Avec ça, Mercier pourrait remonter jusqu'au propriétaire du véhicule. Et jusqu'à Delaunay, elle appela immédiatement son père. « Papa,
J'ai trouvé quelque chose d'important. 1 heure plus tard, Mercier avait les informations. La BMW appartenait à une société écran basée à Monaco. Mais en creusant, il remonta jusqu'au véritable propriétaire, Armand Delaunay. « On le tient ?» dit Mercier, un sourire rare illuminant son visage. « Avec ça, on peut prouver qu'il était impliqué. » Philippe serra Claire dans ses bras. « Tu es brillante. Aurore serait si fière. » Mais leur victoire fut de courte durée. Le lendemain matin, ils reçurent une convocation du tribunal. Delaunay les poursuivait en justice pour diffamation et harcèlement. Il exigeait 10 millions d'euros de dommages et intérêts. « Il contre-attaque », analysa Durand. « C'est une tactique classique. Il veut nous enliser dans une bataille juridique interminable. » Philippe rit amèrement. « Qu'il essaie. J'ai plus d'argent que lui et plus de raison de me battre. » Ce soir-là, Claire ne put dormir. Elle resta éveillée, regardant le plafond, le journal de Sophie serré contre son cœur. « Merci, maman, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir protégée. Merci d'avoir tout noté. Maintenant, on va finir ce que tu as commencé. On va lui faire payer. » Dehors, dans l'ombre du jardin, un homme observait la fenêtre éclairée de Claire à travers des jumelles. Il décrocha son téléphone. « Elle a trouvé le journal. Ils vont se servir contre nous. » À l'autre bout du fil, la voix d'Armand Delaunay était glaciale. Alors il est temps de passer à l'étape suivante. Le palais de justice de Paris se dressait imposant sous le ciel gris de novembre. Des dizaines de journalistes s'entassaient sur les marches, caméras et micros tendus. L'affaire Morel contre Delaunay était devenue l'événement judiciaire de l'année. Claire descendit de la voiture. Philippe à ses côtés. Les flashs crépitèrent. Les questions fusèrent de toutes parts. « Mademoiselle Martin, comment vous sentez-vous ? Monsieur Morel, pensez-vous obtenir justice aujourd'hui ? Claire, avez-vous peur d'Armand Delaunay ? » Thomas et Yves les escortèrent jusqu'à l'entrée, écartant fermement les journalistes trop insistants. Dans le hall, Maître Durand les attendait avec son équipe. Une dizaine d'avocats en robe noire. « Tout est prêt », annonça-t-il. « Nous avons le journal de Sophie, les dessins, la plaque d'immatriculation, et j'ai réussi à convaincre 3 anciens employés de Delaunay de témoigner. »« Et Fournier ?» demanda Philippe. « Toujours introuvable. Mais nous n'avons plus vraiment besoin de lui. » Ils pénétrèrent dans la salle d'audience. L'endroit était bondé. Marguerite et Henri étaient au premier rang, aux côtés d'autres membres de la famille Morel, des curieux, des journalistes accrédités, des étudiants en droit. Tout le monde voulait assister au procès, et puis Claire le vit. Armand Delaunay était assis à la table de la défense, entouré de ses propres avocats. Au moins 5, tous en costume impeccable. L'homme avait 63 ans maintenant, les cheveux gris parfaitement coiffés, le regard froid comme l'acier. Il portait un costume bleu marine à 3 000 € et une montre en or qui valait probablement plus que tout ce que Claire avait possédé dans sa vie. Leurs regards se croisèrent. Delaunay sourit, un sourire mince, calculé, presque amusé. Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cet homme avait détruit sa mère. Cet homme avait volé 28 ans de sa vie avec son père. Et il souriait. Philippe dut sentir sa tension, car il lui prit la main et la serra fort. « Courage, ma fille. Levez-vous. » La voix de l'huissier résonna. La cour, le juge Arnaud Fontaine entra, imposant dans sa robe rouge, 60 ans, cheveux blancs, réputation d'être inflexible mais juste. Il s'assit, balaya l'assistance du regard, puis frappa de son marteau. L'audience est ouverte. Affaire numéro 2023, 8847. Philippe Morel et Claire Martin contre Armand Delaunay, accusation de kidnapping, séquestration, homicide involontaire et organisation criminelle. Les heures suivantes furent un ballet juridique complexe. Maître Durand présenta méticuleusement les preuves. D'abord, le contexte, la dénonciation de Delaunay par Philippe en 1992, la ruine de son empire, les menaces proférées à l'époque. Plusieurs témoins confirmèrent que Delaunay avait juré de détruire Philippe Morel aussi sûrement qu'il l'avait détruit. Ensuite, la disparition d'Aurore, les circonstances troublantes, l'absence totale de mobile pour une agression aléatoire, puis le journal de Sophie, projeté sur grand écran, chaque page soigneusement authentifiée par des experts en graphologie, les dessins des 2 hommes, la plaque d'immatriculation, cette BMW, expliqua Durand, appartenait à une société écran contrôlée par M. Delaunay. Nous avons les documents qui le prouvent. Murmure dans l'assistance.
Delaunay restait impassible. Le premier témoin fut appelé. Geneviève Blanchard, l'ancienne aide-soignante, raconta la nuit où Aurore était arrivée à l'hôpital. Sa voix tremblait, mais elle resta ferme sur les détails essentiels. Cette femme avait été torturée. Il n'y a pas d'autre mot. Elle portait les marques de liens aux poignets et aux chevilles. Elle était sous-alimentée, déshydratée, traumatisée. Maître Beaumont, l'avocat principal de Delaunay, se leva pour le contre-interrogatoire. « Madame Blanchard, vous avez 72 ans. Ces événements datent de 28 ans. Comment pouvez-vous être certaine de vos souvenirs ? » « Parce que certaines choses ne s'oublient pas, » répondit Geneviève avec dignité. « J'ai vu cette jeune femme mourir. J'ai entendu ses derniers mots. On n'oublie pas ça. Pourtant, vous n'avez jamais signalé cet incident aux autorités à l'époque. Curieux, non. J'étais aide-soignante, pas médecin. Ce n'était pas mon rôle de... Votre rôle. » Beaumont haussa le ton. « Une femme victime d'enlèvement arrive dans votre service et vous ne pensez pas que c'est votre rôle de prévenir la police. » Geneviève baissa les yeux, mal à l'aise. « J'aurais dû... J'en ai honte maintenant. » Beaumont eut un sourire satisfait. Pas d'autres questions. Le témoin suivant fut Paul Dumas, ancien chef d'équipe chez Delaunay Industries dans les années 90. En juillet 1995, Delaunay a ordonné une opération spéciale. Il a réuni 5 hommes, dont moi. Il nous a dit qu'on devait régler un problème à Biarritz. « Quel genre de problème ?» demanda Durand. Il n'a pas précisé, mais il a mentionné Philippe Morel. Il a dit « On va lui faire regretter d'être né. » Objection. Beaumont bondit. « Oui dire. Le témoin rapporte des propos sortis de leur contexte. » Objection rejetée, trancha le juge Fontaine. Le témoin rapporte ce qu'il a personnellement entendu. Continuez, maître Durand. Avez-vous participé à cette opération ? Dumas hésita, puis secoua la tête. Non, j'ai refusé. Ça sentait le louche. J'ai été licencié 2 semaines plus tard. Qui a participé alors ? Bernard Lacroix et Marc Venturi. Les hommes de main habituels de Delaunay. Dans la salle, l'atmosphère se tendit. Durand projeta les dessins de Sophie sur l'écran. Reconnaissez-vous ces hommes ? Dumas scruta les croquis. Oui, c'est Lacroix, le grand avec la cicatrice. Et ça ? C'est Venturi. Où sont-ils aujourd'hui ? Lacroix est mort en 2003. Accident de moto. Venturi, je ne sais pas. Beaumont se leva de nouveau pour le contre-interrogatoire, attaquant la crédibilité de Dumas, un employé rancunier licencié. Selon lui, pour incompétence, le témoignage suivant fut encore plus accablant. Isabelle Mercier, aucun lien avec l'investigateur, ancienne secrétaire de Delaunay, présenta des relevés téléphoniques et des notes de frais de juillet 1995. Delaunay a effectué 3 voyages à Bordeaux en juillet et août 1995. À chaque fois, il louait une voiture et disparaissait pendant plusieurs heures. Bordeaux, souligna Durand, ville où se trouvait l'entrepôt où Aurore Morel a été séquestrée selon le témoignage de Marcel Fournier. Objection. Beaumont était écarlate. Fournier n'est même pas présent pour témoigner. Sa déposition a été enregistrée avant sa disparition, rappela le juge. Elle est recevable. Objection rejetée. L'audience s'interrompit pour le déjeuner. Dans une salle privée, Claire et Philippe grignotèrent à peine. « Ça se passe bien, non ?» demanda Claire, cherchant du réconfort. Durand était plus prudent. Les témoignages sont solides, mais Beaumont est redoutable. Il sème le doute à chaque fois. C'est son travail. L'après-midi, ce fut au tour de la défense de présenter ses arguments. Beaumont se leva, majestueux, et commença son plaidoyer. « Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'un tissu de suppositions et de coïncidences. Mon client est un homme d'affaires respecté, certes. Il a eu un différend commercial avec Morel il y a 30 ans, mais de là à l'accuser d'enlèvement et de meurtre. Il fit les 100 pas devant le jury. Regardez les faits, des dessins vagues faits par une infirmière il y a 28 ans, une plaque d'immatriculation qui appartenait à une société dont Delaunay était l'un des nombreux actionnaires, des témoins dont les souvenirs sont troubles après tant d'années, et le témoin clé, ce Fournier, qui a mystérieusement disparu. Il se tourna vers Philippe et Claire. « Je comprends la douleur de Morel, perdre sa femme dans des circonstances tragiques. C'est insupportable. Et retrouver sa fille après tant d'années, c'est miraculeux. Mais dans leur désespoir de trouver un coupable, ils ont jeté leur dévolu sur mon client. Objection. » Durand se leva. Insinuation sans fondement.
Maintenu, dit le juge. Maître Beaumont, restez sur les faits. Beaumont hocha la tête. Les faits, précisément, les voici. Aucune preuve matérielle ne relie M. Delaunay à la disparition d'Aurore Morel. Aucune. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui est circonstanciel. Il retourna vers sa table, puis se retourna une dernière fois. Et permettez-moi de soulever une question inconfortable. Cette Sophie Martin qui a sauvé le bébé, n'a-t-elle pas, en réalité, kidnappé un enfant, n'a-t-elle pas volé Claire à son père? Peut-être que le vrai criminel dans cette histoire est mort depuis longtemps. Claire sentit la rage monter. Comment osait-il salir la mémoire de Sophie? Philippe dut la retenir par le bras. « Calme-toi, c'est ce qu'il cherche. » Une réaction émotionnelle. Beaumont fit défiler ses propres témoins. Des associés de Delaunay attestant de son bon caractère. Un psychiatre affirmant que le profil psychologique de Delaunay était incompatible avec un tel crime. Un expert en mémoire expliquant que les souvenirs vieux de 28 ans étaient notoirement peu fiables. Puis vint le moment que tout le monde attendait. La défense appelle M. Armand Delaunay à la barre. Delaunay se leva avec une grâce calculée et prit place. Il prêta serment d'une voix claire et assurée. Beaumont conduisit un interrogatoire en douceur, permettant à Delaunay de nier catégoriquement toutes les accusations. « Avez-vous ordonné l'enlèvement d'Aurore Morel ?» « Absolument pas. » « Aviez-vous connaissance de sa disparition à l'époque ?»« J'ai lu les journaux comme tout le monde. C'était tragique, mais je n'y étais pour rien. » « Connaissez-vous Bernard Lacroix et Marc Venturi ?»« Vaguement. Ils ont travaillé pour mon entreprise à un moment, parmi des centaines d'employés. Sa performance était impeccable. » Calme, posé, crédible. Puis Durand se leva pour le contre-interrogatoire. « Monsieur Delaunay, en 1992, après que M. Morel vous ait dénoncé, vous avez déclaré publiquement, et je cite, « Il va regretter le jour où il est né. » C'est exact. Delaunay haussa les épaules. C'était de la rhétorique. J'étais en colère. De la rhétorique. Durand haussa le ton. 3 ans plus tard, sa femme enceinte disparaît dans des circonstances suspectes. Quelle coïncidence. Objection. Beaumont bondit. Retiré, dit Durand. Monsieur Delaunay, où étiez-vous le 17 juillet 1995 ? Comment voulez-vous que je me souvienne ? C'était il y a 28 ans. Pourtant, nos investigations montrent que vous étiez à Bordeaux ce jour-là. Delaunay fronça les sourcils. Possible ? J'avais des affaires partout en France. L'échange continua, Durand pressant, Delaunay esquivant, mais aucun des deux ne marquait vraiment de point. Finalement, le juge leva la séance. Nous reprendrons demain matin à 9h. Dehors, la nuit était tombée. Claire et Philippe regagnèrent la voiture, épuisés. « Il s'en sort bien », murmura Claire. « Trop bien ». Philippe regardait droit devant lui, les mâchoires serrées. Le procès ne fait que commencer. On l'aura, je te le promets, on l'aura. Mais dans son cœur, un doute commençait à s'insinuer. Et si Delaunay était trop intelligent, et s'il leur échappait encore une fois, le 2e jour du procès commença sous une pluie battante. Claire n'avait presque pas dormi. Dans ses cauchemars, elle voyait Delaunay sourire. Encore et encore, pendant qu'on le déclarait non coupable, Philippe frappa doucement à sa porte à 7h. « Tu es réveillé ?» « Je n'ai pas vraiment dormi. » Il entra, portant 2 tasses de café. « Moi non plus. » Il s'assit au bord du lit. « Aujourd'hui, c'est ton tour. » Claire sentit son estomac se nouer. « Je sais. Tu n'es pas obligée. Durand peut présenter le dossier sans ton témoignage. »« Non. » Claire redressa les épaules. « Je dois le faire pour maman, pour nous. » Philippe lui caressa les cheveux, avec une tendresse infinie. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Dans la salle d'audience bondée, l'atmosphère était électrique. Tout le monde savait que le témoignage de Claire serait le moment clé du procès. La victime directe, la fille retrouvée, l'enfant dont la mère avait été assassinée, Durand avait passé la soirée précédente à la préparer. Sois honnête, sois émotionnel si tu en as besoin. Le jury doit voir la réalité de ce que Delaunay a détruit. Quand le juge Fontaine ouvrit la séance, il annonça immédiatement. L'accusation appelle mademoiselle Claire Martin à la barre. Claire se leva, les jambes tremblantes. Le trajet jusqu'à la barre lui sembla durer une éternité. Elle sentait tous les regards sur elle, celui de Delaunay surtout. Froid et calculateur, elle prêta serment d'une voix qu'elle espérait ferme. « Je jure de dire la vérité,
Toute la vérité. Rien que la vérité. Durand s'approcha, son regard bienveillant. « Mademoiselle Martin, pouvez-vous nous dire qui vous a élevée ?»« Sophie Martin, ma mère adoptive. » La voix de Claire se brisa légèrement. « Enfin, je croyais qu'elle était ma mère biologique jusqu'à récemment. Parlez-nous d'elle. » Claire prit une profonde inspiration. Sophie était infirmière. Elle était douce, aimante. Elle travaillait dur pour me donner tout ce qu'elle pouvait. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'étais heureuse. Elle m'aimait. Vous a-t-elle parlé de vos origines ? Jamais vraiment. Quand je posais des questions enfant, elle devenait triste et changeait de sujet. Puis, quand elle est tombée malade, Claire dut s'interrompre, luttant contre les larmes. Sur son lit de mort, elle m'a dit que je venais d'une famille importante, que ma vraie mère lui avait demandé de me protéger. Elle m'a donné cette bague. Claire leva sa main, montrant l'émeraude qui brillait sous les néons. Et ensuite, qu'est-il arrivé après sa mort ? J'avais 15 ans, pas de famille, pas d'argent. Claire baissa les yeux. Je me suis retrouvée dans le système. Puis, à la rue, un murmure parcourut l'assistance. Dans le box des jurés, une femme porta la main à sa bouche. « À la rue », répéta Durand, laissant l'information se déposer. « Oui, j'ai dormi dans des foyers d'hébergement, parfois dans des parkings. J'ai fait des petits boulots pour survivre, serveur, plongeuse, femme de ménage, tout ce que je trouvais. » Sa voix était maintenant plus forte. « Pendant 12 ans, j'ai vécu comme ça, sans famille, sans savoir qui j'étais vraiment. Et puis, vous avez rencontré M. » Morel. Claire leva les yeux vers Philippe. Leurs regards se croisèrent et elle y puisa de la force. Oui, c'était un samedi soir. Je travaillais comme serveuse dans un mariage. Quand je me suis approchée de sa table, il a vu ma bague et... Elle sourit malgré les larmes. Il s'est effondré. Il pleurait. J'ai cru qu'il était fou. Quelques rires nerveux dans la salle. Mais il n'était pas fou. Il reconnaissait la bague de sa femme disparue. La bague qu'il avait fait faire spécialement pour elle. Durand la laissa raconter toute l'histoire. Le test ADN, la confirmation, les retrouvailles. Que représente pour vous d'avoir retrouvé votre père après 27 ans ? Claire sentit les larmes couler librement maintenant. Tout. Ça représente tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai une famille. J'ai quelqu'un qui m'aime inconditionnellement. J'ai un endroit où je suis chez moi. Elle se tourna vers Delaunay, le regardant droit dans les yeux. Mais je pense aussi à ce qui m'a été volé. 27 années avec mon père. Une mère que je n'ai jamais connue. Une enfance normale. Une famille. Sa voix se durcit. Tout ça parce qu'un homme a décidé que se venger était plus important qu'une vie humaine, qu'un bébé à naître. Objection. Beaumont se leva d'un bond. La témoin spécule. Retenue, dit le juge. Mademoiselle Martin, contentez-vous des faits. Claire hocha la tête. Les faits, c'est que ma mère a été enlevée enceinte de 7 mois. Les faits, c'est qu'elle a été séquestrée pendant 2 mois. Les faits, c'est qu'elle est morte 3 jours après ma naissance, sans jamais me tenir dans ses bras. Les faits, c'est que j'ai grandi dans la pauvreté alors que mon père me cherchait désespérément. Le silence dans la salle était total. Durand laissa le moment s'installer, puis, pas d'autres questions. Beaumont se leva pour le contre-interrogatoire. Son sourire était presque sympathique, mais Claire n'était pas dupe. Mademoiselle Martin, votre histoire est très émouvante. Vraiment. Mais dites-moi, avez-vous des preuves directes que mon client a commis ces actes ? Les preuves. Des preuves directes. L'avez-vous vu enlever votre mère ? Avez-vous des enregistrements, des vidéos ? Quelque chose qui le relie indiscutablement au crime ? Non, mais... Donc, vous n'avez aucune preuve directe ? Beaumont se tourna vers le jury. Ce que nous avons, c'est une jeune femme qui a souffert. Personne ne le nie. Et qui cherche naturellement un coupable. Mais vouloir qu'une personne soit coupable ne la rend pas coupable. Claire sentit la colère monter. Je ne veux pas juste un coupable. Je veux le coupable. Vraiment. Beaumont s'approcha. N'est-il pas vrai que vous êtes maintenant l'héritière d'une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros ? Objection. Durand explosa. Quel est le rapport ? J'établis le mobile de la témoin. Maintenu, trancha le juge. Maître Beaumont, où voulez-vous en venir ? À ceci, Mademoiselle Martin a tout à gagner de la condamnation de mon client. Une fortune, une famille, un statut social. N'est-il pas possible qu'elle soit influencée par ces circonstances ?
Claire se redressa, furieuse. « Vous pensez que j'invente tout ça pour de l'argent. Je pense que vous êtes une jeune femme vulnérable qui a été manipulée. » « Manipulée ?» Claire rit amèrement. « J'ai le journal de Sophie, j'ai les dessins. J'ai un journal qui pourrait avoir été falsifié, des dessins vieux de 28 ans. Rien de concret. Ça suffit. » Claire avait crié. Le juge frappa de son marteau, mais elle continua. « Sophie a pris ce bébé, moi, parce qu'elle savait que j'étais en danger. Elle a tout sacrifié pour me protéger. Elle est morte en gardant ce secret pour me garder en sécurité. Et vous osez. Mademoiselle Martin. » Le juge Fontaine haussa la voix. « Calmez-vous ou je vous retire de la barre. » Claire se tut, respirant fort, les poings serrés. Beaumont sourit. « Pas d'autres questions. » Claire descendit de la barre, tremblante de rage et d'humiliation. Philippe la serra dans ses bras dès qu'elle revint à leur table. « Tu as été parfaite, » murmura-t-il. « Ne l'écoute pas. » Mais le doute avait été semé dans l'esprit des jurés. Claire le voyait dans leurs regards. Durand appela encore 3 témoins dans l'après-midi, des experts qui analysèrent les preuves matérielles, un graphologue qui confirma l'authenticité du journal de Sophie, un détective qui avait travaillé sur le cas en 1995, puis vint le moment que personne n'attendait. La défense appelle un témoin surprise, annonça Beaumont, maître François Roche. Un homme âgé s'avança. Philippe se redressa, surpris. C'était l'avocat de Delaunay en 1995, murmura-t-il à Durand. Que fait-il ici ? Roche prêta serment et s'assit, l'air grave. Beaumont sourit. Maître Roche, vous avez représenté M. Delaunay pendant de nombreuses années. C'est exact. Oui, de 1988 à 2010. Pouvez-vous nous parler de M. Delaunay, de son caractère? Roche regarda Delaunay, puis détourna les yeux. Armand Delaunay est... Il hésita. C'est un homme complexe. Complexe comment? Un long silence. Puis Roche prit une profonde inspiration. Capable du pire. Sensation dans la salle. Delaunay devint livide. Beaumont sembla perdre contenance. Que voulez-vous dire? Je veux dire, continua Roche d'une voix ferme, que pendant des années, j'ai couvert ses agissements. J'ai falsifié des documents. J'ai intimidé des témoins. J'ai menti pour lui. Il se tourna vers le jury. Et je ne peux plus vivre avec ça. Objection, hurla Beaumont. Ce témoin est clairement sénile ou... Silence. Le juge Fontaine se pencha en avant. Maître Roche, êtes-vous en train de témoigner sous serment que vous avez connaissance de crimes commis par l'accusé? Oui, votre honneur. Roche sortit un dossier. Et j'ai apporté les preuves, des conversations enregistrées, des documents que j'ai gardés comme assurance, y compris une conversation téléphonique du 20 juillet 1995, où Delaunay discute de la femme de Morel et du problème réglé. L'explosion fut totale. Journalistes se précipitant vers les sorties, jurés se redressant, Delaunay hurlant que c'était un mensonge. Le juge dut frapper son marteau à de multiples reprises pour rétablir l'ordre. L'audience est suspendue, maître Roche. Vous resterez à disposition. Nous reprendrons demain matin pour examiner ces nouvelles preuves. Dans le couloir, Claire et Philippe étaient abasourdis. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda Claire. Durand avait un sourire incrédule. « Un miracle. Oh, un putain de miracle. » Philippe serra sa fille contre lui. « On l'a eu cette fois. On l'a vraiment eu. » La nuit suivante fut la plus longue de la vie de Claire. L'équipe juridique de Philippe travaillait sans relâche, analysant chaque document fourni par Maître Roche, des dizaines de pages, des enregistrements audio, des preuves accablantes collectées pendant des années par un avocat devenu conscience tourmentée. À 3 heures du matin, Philippe frappa à la porte de Claire. « Tu ne dors pas non plus. Comment le pourrais-je » Claire était assise près de la fenêtre, regardant Paris scintiller dans la nuit. Et si c'était trop beau pour être vrai, et si Beaumont trouvait un moyen de discréditer Roche, Philippe s'assit à côté d'elle. « J'ai écouté les enregistrements. C'est authentique. La voix de Delaunay est reconnaissable. Les experts ont confirmé qu'il n'y a pas eu de manipulation. Qu'est-ce qu'il dit exactement, sur les bandes ?» Philippe hésita. « Tu es sûr de vouloir savoir ? J'ai besoin de savoir. » Il prit sa main. Dans l'enregistrement du 20 juillet 1995, 3 jours après la disparition d'Aurore, Delaunay appelle Roche, il dit, et je cite, « Le problème Morel est réglé. Sa femme ne causera plus d'ennui. Elle paie pour son arrogance. » Claire sentit son sang se glacer. « Il l'a dit comme ça ? Ouvertement ?
Les criminels deviennent arrogants quand ils pensent être protégés. Philippe serra sa main plus fort. Il y a d'autres conversations, une où ils discutent du colis à Bordeaux, une autre où il demande à Roche de préparer une défense au cas où le corps serait retrouvé. Pourquoi Roche a attendu si longtemps? Il dit dans sa déposition qu'il avait peur. Delaunay le tenait par des secrets professionnels compromettants. Mais Roche a un cancer, phase terminale, 6 mois à vivre, maximum. Philippe eut un sourire triste. Parfois, la mort imminente réveille la conscience. À 9 heures précises, la cour reprit. L'atmosphère était encore plus électrique que la veille. Les journalistes s'entassaient, les caméras étaient braquées. Tout le monde savait que cette journée serait décisive. Delaunay arriva menottes au poignet. Le juge Fontaine avait ordonné sa détention provisoire après les révélations de Roche. L'homme qui souriait avec arrogance 2 jours plus tôt avait maintenant le visage gris, les traits tirés. Maître Roche fut rappelé à la barre. Durand conduisit l'interrogatoire avec précision chirurgicale. « Maître Roche, vous avez apporté des enregistrements. Pouvez-vous expliquer à la cour comment vous les avez obtenus? J'ai commencé à enregistrer mes conversations avec M. Delaunay en 1994. Après qu'il m'ait demandé de falsifier des documents juridiques, j'ai réalisé que je travaillais pour un criminel. J'aurais dû le dénoncer immédiatement. » Roche baissa les yeux. « Mais j'étais lâche. J'avais peur pour ma carrière, ma famille. Alors j'ai gardé ces enregistrements comme assurance. Combien d'enregistrements possédez-vous? 47, couvrant la période de 1994 à 2003. Nous allons en écouter 3 aujourd'hui, les plus pertinents pour cette affaire. » Durand fit signe au technicien. Les haut-parleurs grésillèrent, puis une voix émergea. Claire reconnut immédiatement le timbre froid et calculateur qu'elle avait entendu au tribunal. 20 juillet 1995, 14h37. Delaunay. François. C'est moi. Le problème Morel est réglé, Roche. Qu'est-ce que tu veux dire par réglé? Delaunay. Sa femme. Elle ne causera plus d'ennui. Elle paie pour son arrogance à lui. Roche. Armand. Qu'est-ce que tu as fait? Delaunay. Ce qui devait être fait. Morel m'a détruit. Maintenant il comprendra ce que c'est de tout perdre. Roche. Si quelque chose remonte jusqu'à toi. Delaunay. Rien ne remontera. Fais juste ton travail d'avocat et tais-toi. Fin de l'enregistrement. Le silence dans la salle était absolu, dans le box des jurés. Plusieurs personnes avaient les larmes aux yeux. Philippe avait fermé les siens. Respirant difficilement, le deuxième enregistrement était du 15 août 1995. Delaunay. Le colis est toujours à Bordeaux. Voix inconnue. Oui, patron. Mais elle est en mauvais état. Très mauvais état. Delaunay. Je m'en fous. Garde-la là-bas jusqu'à ce que je décide quoi faire. Voix inconnue. Et si elle accouche? Delaunay. Débrouille-toi, mais personne ne doit savoir qu'elle existe. Le troisième enregistrement, daté du 22 septembre 1995, était le plus glaçant. Roche. Armand. Il y a un problème. Delaunay. Quoi encore? Roche, une femme non identifiée, est morte dans un hôpital de Toulouse, enceinte. Les circonstances correspondent à Delaunay. Long silence. C'est elle? Roche, je pense. Mes sources disent qu'elle portait des marques de lien, qu'elle était sous-alimentée. Armand? Si c'est elle et qu'ils l'identifient, Delaunay, ils ne l'identifieront pas. Elle n'avait pas de papier. Et le bébé? Roche? Disparu? Une infirmière l'aurait pris. Delaunay. Bien, laisse tomber. L'affaire est close. Quand le dernier enregistrement se termina, Beaumont était livide. Il tenta une objection désespérée. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement, sans le consentement de mon client. Le juge Fontaine le fusilla du regard. En France, maître Beaumont, une partie à une conversation peut l'enregistrer légalement. Objection rejetée. Durand se tourna vers Roche. Avez-vous d'autres preuves? Oui. Roche sortit un autre dossier. Des relevés bancaires montrant des transferts de fonds importants à Bernard Lacroix et Marc Venturi en juillet 1995. 50 000 francs chacun, une somme considérable à l'époque. Pour quel service? Dans ses notes personnelles que j'ai retrouvées, Delaunay appelait ça « frais d'élimination ». Un juré porta la main à sa bouche, un autre secoua la tête. Écœuré, Beaumont tenta un contre-interrogatoire, mais c'était peine perdue. Roche ne flancha pas, répondant à chaque question avec une précision accablante. Puis vint le moment crucial.
Durand demanda la parole. « Votre honneur, nous avons une dernière pièce à verser au dossier. » Un murmure parcourut la salle. Qu'est-ce qui pouvait être plus accablant que ce qu'ils venaient d'entendre? Hier soir, continua Durand, nos enquêteurs ont finalement localisé les images de vidéosurveillance d'une station-service à 15 km de l'entrepôt de Bordeaux, où Aurore Morel a été séquestrée. Un écran géant descendit du plafond. Les lumières s'éteignirent. Les images en noir et blanc, datées du 17 juillet 1995, 23h47, montraient une station-service déserte. Une camionnette blanche s'arrêta devant une pompe. 2 hommes en descendirent. L'image était granuleuse mais reconnaissable. C'étaient les hommes dessinés par Sophie, Lacroix et Venturi, puis une 3e personne sortie du côté passager, Armand Delaunay. Il portait un costume. Même à cette heure tardive, il parla brièvement avec les 2 hommes, puis retourna dans le véhicule. On ne pouvait pas entendre la conversation, mais on voyait clairement son visage. Ces images, expliqua Durand, prouvent que M. Delaunay était personnellement impliqué. Il était là, sur place, la nuit même de l'enlèvement d'Aurore Morel. À 15 km de l'entrepôt où elle serait détenue pendant 2 mois, Delaunay explosa. C'est un montage, une falsification. Silence, ordonna le juge. Durand continua calmement. Nos experts en médecine légale numérique ont authentifié ces images. Elles n'ont pas été manipulées. De plus, le relevé de carte de crédit de M. Delaunay pour cette date montre un achat à cette station-service exact, 40 litres de carburant, payé à 23h51. Il projeta le relevé sur l'écran. La preuve était irréfutable. Monsieur Delaunay était là. Il supervisait personnellement l'enlèvement. Il était le cerveau de toute l'opération. Beaumont tenta une dernière défense désespérée. Mon client avait peut-être des affaires légitimes dans la région. À minuit, avec 2 hommes de main connus, 4 jours avant qu'une femme enceinte ne soit retrouvée mourante dans un hôpital à 100 km de là, Durand secoua la tête. Personne n'est assez naïf pour croire à une telle coïncidence. Le juge Fontaine se pencha en arrière. Visiblement ébranlé par l'accumulation de preuves, l'accusation a-t-elle terminé de présenter ses preuves? Oui, votre honneur, nous estimons avoir démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Armand Delaunay a orchestré, planifié et supervisé personnellement l'enlèvement d'Aurore Morel, conduisant directement à sa mort. La défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose? Beaumont se leva lentement, pour la première fois depuis le début du procès. Il semblait défait. La défense demande un ajournement pour consulter son client. Refusé. Le juge était inflexible. Plaidoirie finale demain matin. Quand Delaunay fut emmené menottes au poignet, il croisa le regard de Claire. Plus de sourire arrogant, plus de confiance. Juste de la rage impuissante. Et, peut-être, pour la première fois, de la peur. Dans le couloir, Claire s'effondra dans les bras de Philippe, sanglotant. « C'est fini », murmura-t-il. « C'est presque fini. » Marguerite les rejoignit, les larmes aux yeux. Aurore peut enfin reposer en paix. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Claire dormit profondément. Dans ses rêves, elle vit une jeune femme aux yeux verts, Aurore, qui lui souriait et lui tendait les bras. « Merci, ma chérie », semblait-elle dire. « Merci de m'avoir donné justice. » Le lendemain matin, les plaidoiries finales furent brèves. Durand résuma méthodiquement toutes les preuves. Beaumont tenta un dernier plaidoyer désespéré pour le doute raisonnable, mais son cœur n'y était manifestement plus. Le jury se retira pour délibérer. 2h47 plus tard. Claire compta chaque minute. Ils revinrent. « Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu votre verdict ?» Le président du jury, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris, se leva. « Oui, votre honneur. Quel est votre verdict concernant l'accusation d'enlèvement avec circonstances aggravantes? Coupable. Concernant l'accusation de séquestration? Coupable. Concernant l'accusation d'homicide volontaire? Coupable. Concernant l'accusation d'organisation criminelle? Coupable. » À chaque mot, Claire sentait un poids s'envoler de ses épaules. Philippe pleurait silencieusement à côté d'elle. Marguerite et Henri se tenaient la main, les yeux fermés. Le juge Fontaine frappa de son marteau. « M. Armand Delaunay, vous êtes reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. » Delaunay s'effondra sur sa chaise.
Ses avocats lui parlaient, mais il ne semblait plus les entendre. De plus, continua le juge, tous vos biens seront saisis pour indemniser les victimes. Cette cour estime que vos crimes comptent parmi les plus odieux qu'elle ait eu à juger. Emmenez-le. Quand les gardes emmenèrent Delaunay, Claire et Philippe s'embrassèrent, pleurant et riant à la fois. Justice avait enfin été rendue. Les semaines qui suivirent le verdict furent un tourbillon médiatique. L'affaire Delaunay était partout. À la télévision, dans les journaux, sur Internet, Claire et Philippe se retrouvèrent propulsés sous les projecteurs malgré eux. La fille retrouvée après 28 ans obtient justice, titrait Le Figaro. Un magnate condamné pour le crime du siècle, proclamait Libération. Philippe refusa toutes les interviews pendant les premiers jours. On a besoin de temps, disait-il aux journalistes qui campaient devant la propriété. Laissez-nous respirer. Mais il y avait une dernière bataille à mener. Delaunay avait fait appel de sa condamnation, ses nouveaux avocats. Beaumont avait démissionné, arguait de vices de procédure, d'enregistrements contestables, de preuves circonstancielles. « Ça va prendre combien de temps ?» demanda Claire à Durand lors d'une réunion dans le bureau de Philippe. 6 mois minimum, peut-être 1 an. L'avocat referma son dossier. « Mais je ne suis pas inquiet, le dossier est béton. La cour d'appel confirmera la condamnation. Et s'ils ne le font pas, ils le feront. » Philippe posa sa main sur celle de Claire. « Cette fois, on a gagné, vraiment gagné. » L'enquête post-procès révéla l'ampleur complète de l'empire criminel de Delaunay, Mercier et son équipe. Travaillant désormais avec la police, découvrirent des dizaines d'autres crimes, 3 autres enlèvements dans les années 90, tous des vengeances contre des rivaux d'affaires. 2 des victimes avaient été libérées contre rançon. La 3e n'avait jamais été retrouvée. Du trafic de médicaments contrefaits qui avait causé la mort d'au moins 15 personnes, de la corruption de fonctionnaires, du blanchiment d'argent, de l'intimidation de témoins, c'était un véritable empire du crime, expliqua l'inspecteur Moreau lors d'une conférence de presse. Delaunay utilisait ces entreprises légitimes comme façade pour des activités criminelles massives. Sans le courage de Mademoiselle Martin et de M. Morel, il serait encore en liberté. Au total, 43 personnes furent arrêtées dans le démantèlement du réseau de Delaunay. Anciens employés, complices, intermédiaires, Marc Venturi fut retrouvé en Espagne et extradé. Il plaida coupable en échange d'une peine réduite et confirma tous les détails de l'enlèvement d'Aurore. Les biens de Delaunay, estimés à plus de 150 millions d'euros, furent saisis. Une partie servirait à indemniser les victimes. Le reste irait à l'État. « Je n'en veux pas », dit Claire quand on lui parla de compensation financière. « Je ne veux pas de son argent sale. »« Ce n'est pas son argent », rectifia Durand. « C'est une reconnaissance légale du préjudice que tu as subi. Tu as le droit de l'accepter. » Finalement, Claire accepta la somme de 5 millions d'euros. Pas pour elle. Elle n'en avait pas besoin. Philippe subvenait à tous ses besoins. Mais pour créer quelque chose de significatif, 2 mois après le verdict, elle annonça son projet à la famille réunie pour le dîner dominical. « Je vais ouvrir une clinique, » déclara-t-elle. « Une clinique médicale gratuite pour les personnes sans domicile fixe, à Marseille, là où tout a commencé. » Philippe sourit, ému. « C'est une magnifique idée. Je vais l'appeler la clinique Claire Aurore, en mémoire de nous deux. Maman qui a donné sa vie pour moi, et Sophie qui m'a élevée. » Elle regarda autour de la table. « Mais d'abord, je dois finir mes études de médecine. »« Tu vas vraiment devenir médecin ?» demanda Henri, les yeux brillants de fierté. « Oui, papa finance mes études. » Claire prit la main de Philippe. « Dans 4 ans, je serai docteur, et je pourrai aider les gens comme j'aurais aimé être aidée quand je vivais dans la rue. » Marguerite essuya ses larmes. Aurore aurait été si fière. Elle voulait être artiste. Elle créait de la beauté, toi. Tu vas sauver des vies. Le moment le plus important vint 3 mois après le procès. Grâce aux informations fournies par Venturi et les archives hospitalières retrouvées, les autorités localisèrent enfin la tombe d'Aurore, comme Mercier l'avait découvert. Elle avait été enterrée dans le carré des indigents du cimetière de Toulouse, tombe anonyme, marquée seulement d'un numéro, 1400-187. Philippe et Claire firent le voyage ensemble. C'était une journée grise de janvier, le ciel bas et menaçant. Ils avaient demandé à être seuls pour cette première visite. La tombe était simple, une petite plaque de pierre sans nom, autour. D'autres tombes anonymes, des vies oubliées, des histoires perdues. Philippe s'agenouilla, posant sa main sur la pierre froide.
Il pleura silencieusement pendant de longues minutes. Claire s'agenouilla à côté de lui, sa tête sur son épaule. « Pardon, » murmura Philippe. « Pardon de ne pas t'avoir protégé. Pardon d'avoir été trop tard. Pardon pour toutes ces années où tu es resté seul ici, sans même ton nom pour te rappeler. Papa, » Claire lui caressa le dos. « Mais je t'ai trouvé maintenant. » Philippe leva les yeux vers le ciel gris, et j'ai retrouvé notre fille, notre magnifique fille. Tu la verrais, Aurore. Elle a ton courage, ta beauté, ton cœur généreux. Il sortit une photo de sa poche, celle prise lors du dernier dîner de famille, où Claire souriait, entourée de toute la famille Morel. Regarde comme elle est devenue belle. Elle va être médecin, elle va aider les gens. Tu as donné naissance à quelqu'un d'extraordinaire. Claire ne put retenir ses propres larmes. « Maman, » dit-elle à la tombe, « je suis désolée de ne pas t'avoir connue, mais je te connais à travers papa, à travers ses histoires. Je sais que tu étais forte, aimante, courageuse. » Elle toucha la pierre. « Tu as protégé jusqu'au bout. Tu m'as sauvée en donnant ta bague à Sophie. Grâce à toi, j'ai survécu. Grâce à toi, papa et moi nous sommes retrouvés. » Sa voix se brisa. « Merci. Merci d'avoir été ma mère. » Ils restèrent là jusqu'à ce que la pluie commence à tomber, des gouttes froides qui se mêlaient à leurs larmes. En partant, Philippe annonça « Je vais la ramener à la maison, à Paris, dans le caveau familial où elle aurait toujours dû être. » Les démarches prirent 6 semaines, autorisation légale, exhumation, transfert. Pendant tout ce temps, Philippe organisa les funérailles qu'Aurore méritait, le 15 mars, par une matinée ensoleillée qui contrastait avec la tristesse de l'événement. Aurore Morel fut enfin enterrée dignement au cimetière du Père-Lachaise à Paris. La cérémonie fut intime. Juste la famille et quelques amis proches. Le cercueil, recouvert de roses blanches, ses fleurs préférées, fut porté par Philippe et ses frères. Le prêtre parla d'une vie trop courte, d'un amour qui avait survécu à la mort, d'une justice enfin rendue. Claire lut un texte qu'elle avait écrit. « Aurore Morel, ma mère, je ne t'ai jamais connue, mais tu vis en moi, dans mes yeux qui sont les tiens, dans mon sourire qui est le tien, dans ma détermination qui était la tienne. » Elle dut s'interrompre, submergée par l'émotion. « Tu as souffert l'innommable, tu as tout enduré pour me protéger. Tes derniers mots furent pour moi. Protège ma fille. Sophie a honoré ta demande. Papa t'a cherché pendant 28 ans. Et maintenant, enfin, tu peux reposer en paix. » Elle déposa une rose blanche sur le cercueil. « Dors bien, maman. Je vivrai pour nous deux. » Quand le cercueil fut descendu en terre, Philippe jeta la première poignée de terre. Puis Claire, puis les autres membres de la famille, un à un, la pierre tombale, en marbre blanc, portait une inscription simple. Aurore Morel, 1973-1995, épouse bien-aimée, mère courageuse, ton amour a traversé la mort et nous a réunis après la cérémonie. Tout le monde se réunit à la propriété de Philippe. Ce n'était pas vraiment une célébration, mais plutôt un moment de clôture partagée. Marguerite serra Claire dans ses bras. « Aurore t'aurait tellement aimé. » Je sais, je le sens. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Philippe et Claire se retrouvèrent dans le bureau. Philippe sortit une bouteille de vin qu'il gardait depuis 28 ans. Je m'étais promis de l'ouvrir le jour où je découvrirais la vérité sur Aurore. Il déboucha la bouteille avec précaution. Ce jour est arrivé. Ils trinquèrent en silence, regardant les photos d'Aurore sur les murs. « Tu sais ce qui est étrange, » dit Claire. « Je me sens légère, pour la première fois depuis toujours. Moi aussi. » Philippe but une gorgée. « Pendant 28 ans, j'ai porté le poids de ne pas savoir. Maintenant je sais, c'est horrible, mais au moins c'est fini. Delaunay va passer le reste de sa vie en prison. Oui, et nous allons vivre. Vraiment vivre. » Philippe leva son verre. À Aurore, à Sophie, à la justice, et à nous, à notre famille retrouvée. À notre famille. Ils burent dans le silence confortable de 2 personnes qui ont traversé l'enfer ensemble et en sont ressorties plus fortes. Dehors, Paris scintillait, la vie continuait, et pour la première fois en 28 ans, Philippe Morel et sa fille Claire avaient un avenir à construire ensemble. 1 mois plus tard, Claire commença officiellement ses études de médecine à la Sorbonne. Elle était la plus vieille de sa promotion à 27 ans, mais aussi la plus déterminée. Philippe assista à son premier jour, fier comme un pont,
Tu es sûre de vouloir faire ça? C'est dur, les études de médecine. Claire sourit. Papa, j'ai survécu à 12 ans dans la rue. Je peux survivre à 7 ans de médecine. Elle avait raison. 3 ans plus tard, elle était major de sa promotion. Et 4 ans après, elle obtint son diplôme avec les félicitations du jury. Le jour de sa graduation, Philippe était au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque, à côté de lui, une photo encadrée d'Aurore. « Elle voit tout ça », murmura Marguerite. « J'en suis sûre. Et elle est fière. » Claire, en robe de graduation, regarda vers le ciel. « Merci, maman, pour tout. » La vie, enfin, était complète. 3 ans plus tard, printemps 2027, le soleil matinal inondait les rues de Marseille quand Claire arriva devant le bâtiment rénové du Vieux-Port. Une file de personnes attendait déjà devant la porte vitrée, certaines avec des sacs plastiques contenant tous leurs biens, d'autres simplement fatiguées de survivre dans la rue, au-dessus de l'entrée. Les lettres dorées brillaient. Clinique Claire Aurore. Soins gratuits pour tous. Claire, maintenant âgée de 30 ans, descendit de sa voiture. Elle portait sa blouse blanche, le stéthoscope autour du cou, et à son doigt, toujours, la bague en émeraude qui avait tout déclenché. « Bonjour, docteur Martin », lui lança Céline. L'infirmière en chef, en ouvrant la porte. « Bonjour Céline. Combien de patients ce matin ? 15 déjà inscrits. Et la journée ne fait que commencer. » Claire sourit. 3 ans depuis l'ouverture. Et la clinique avait déjà soigné plus de 1200 personnes. Des consultations gratuites, des médicaments fournis, parfois juste une oreille attentive pour écouter. Elle savait ce que c'était. Elle avait été à leur place, dans son cabinet. Elle accueillit son premier patient. Un homme d'une 50aine d'années, visage buriné par les années dehors. « Bonjour, monsieur Ferrand. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» L'homme toussa, une toux grasse qui ne présageait rien de bon. « J'ai mal à la poitrine, docteur, et je crache du sang depuis 2 jours. » Claire l'ausculta soigneusement. « Pneumonie, probablement, peut-être pire. On va faire des examens, et je vous prescris des antibiotiques immédiatement. » Elle rédigea l'ordonnance. « Vous avez un endroit où dormir ce soir. Le foyer de la rue Nationale. Bien, revenez me voir dans 3 jours. Et si ça s'aggrave avant, vous venez immédiatement, d'accord ?» L'homme hocha la tête, les yeux humides. « Merci, docteur. Vraiment. » La matinée passa rapidement. Une jeune femme enceinte sans suivi médical, un adolescent fugueur avec une infection, un vieil homme diabétique qui n'avait plus les moyens d'acheter son insuline. À chaque patient, Claire donnait non seulement des soins, mais de l'espoir. Elle était la preuve vivante qu'on pouvait s'en sortir. À midi, une surprise l'attendait. Philippe était là, dans la salle d'attente, avec un panier de pique-nique. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Je passais dans le coin ?» dit-il avec un clin d'œil. Et je me suis dit qu'une certaine docteure brillante avait peut-être besoin de déjeuner. Ils s'installèrent dans le petit jardin derrière la clinique. Philippe avait apporté du poulet rôti, de la salade niçoise et même une bouteille de rosé. « Comment va la clinique ?» demanda-t-il en servant le vin. « On déborde, on aura besoin d'un 2e médecin bientôt. »« Engage-le, j'augmenterai le financement. » Claire secoua la tête en souriant. « Tu ne peux pas tout payer, papa. »« Je peux essayer. » Philippe but une gorgée. « D'ailleurs, j'ai une nouvelle. La Fondation Aurore Morel vient d'ouvrir son 5e refuge. À Toulouse, cette fois. » Les yeux de Claire s'illuminèrent. « Toulouse, là où tout a commencé. » « Exactement. J'ai pensé que c'était symbolique. » Philippe sortit son téléphone et montra des photos. Un bâtiment moderne, propre, accueillant, 20 chambres, pour femmes victimes de violences, avec accompagnement psychologique et aide à la réinsertion. C'est magnifique, papa. On fait ce qu'on peut. Toi avec ta clinique, moi avec les refuges. On transforme la tragédie en quelque chose de positif. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, profitant du soleil printanier. « Tu sais, » dit soudain Philippe, « ta mère serait tellement fière. Aurore voulait faire une différence dans le monde. Elle peignait pour donner de la beauté aux gens. Toi, tu leur donnes la santé, l'espoir, la dignité. » Claire sentit les larmes monter. « J'aimerais qu'elle soit là pour le voir. » « Elle est là. » Philippe toucha son cœur. « Ici, toujours. » L'après-midi, Claire reçut un message de Julien, son petit ami depuis 2 ans, médecin volontaire à la clinique, l'invitait à dîner,
Endroit spécial ce soir. 20h. Habille-toi bien. Bisous. Claire sourit. Julien était entré dans sa vie discrètement. D'abord comme collègue, puis comme ami, enfin comme amour. Il était doux, patient, compréhensif. Il connaissait toute son histoire et l'aimait malgré, ou peut-être à cause de, tout ce qu'elle avait traversé. Ce soir-là, elle retrouva Julien dans un restaurant sur la corniche, surplombant la Méditerranée. Le soleil se couchait, peignant le ciel en rose et or. « Tu es magnifique », dit-il quand elle arriva. « Et toi, tu es mystérieux. Qu'est-ce qu'on célèbre ?» Julien sourit nerveusement. « On va célébrer dans un moment, d'abord. Dis non. » Le repas fut parfait. Bouillabaisse, fruits de mer, vin blanc. Ils parlèrent de la clinique, des patients, de leurs projets. Puis, au moment du dessert, Julien devint silencieux. Il prit la main de Claire. « Claire, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. 2 ans que tu remplis ma vie de bonheur. » Le cœur de Claire s'accéléra. « Tu es la femme la plus courageuse, la plus généreuse, la plus belle que je connaisse. » Il se leva et s'agenouilla à côté de la table. « Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Il sortit un écrin, à l'intérieur, un anneau simple et élégant. « Claire Martin, veux-tu m'épouser ?» Claire porta les mains à sa bouche, les larmes coulant librement. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Les applaudissements éclatèrent dans tout le restaurant. Julien passa la bague à son doigt, à côté de l'émeraude d'aurore qu'elle ne quittait jamais. Ce soir-là, en rentrant, Claire appela immédiatement Philippe. « Papa, je suis fiancée. » Le cri de joie de Philippe résonna dans le téléphone. « Ma chérie, c'est merveilleux. Julien est un homme bien. Vous serez heureux. J'aimerais que maman soit là pour le mariage. Elle sera là dans ton cœur et dans le mien. » Philippe marqua une pause. « Et si on organisait la cérémonie au printemps prochain, ici, à Paris, dans les jardins de la propriété? Ce serait parfait. » 6 mois plus tard, par une magnifique matinée d'avril, Claire Martin et Julien Dubois se marièrent dans les jardins de la propriété Morel à Neuilly. 100 invités assistèrent à la cérémonie. La famille, les amis, les collègues de la clinique, même certains patients que Claire avait soignés étaient là, émus de voir leur docteur si heureuse. Claire portait une robe simple mais élégante, et dans ses cheveux, des roses blanches, comme Aurore les aimait. À son cou, sur une chaîne en or, la bague en émeraude, Philippe la conduisit à l'autel, les larmes aux yeux. « Ta mère et moi, on te donne notre bénédiction, » murmura-t-il, avant de placer la main de Claire dans celle de Julien. « Sois heureuse, ma fille. » La cérémonie fut belle et émouvante. Au moment de l'échange des vœux, Claire improvisa. « Julien, tu es entré dans ma vie quand je commençais enfin à guérir. Tu m'as montré qu'après tant de douleurs, l'amour était encore possible. Je promets de t'aimer, de te chérir, de construire avec toi une famille pleine de joie et d'amour. » Julien essuya ses larmes. « Claire, tu m'as montré ce que signifie vraiment le courage. Tu es ma héroïne, mon inspiration, mon amour. Je promets de te rendre aussi heureuse que tu me rends heureux. » Quand ils s'embrassèrent, les applaudissements éclatèrent. Philippe pleurait ouvertement, Marguerite aussi. C'était un moment de pure joie. Le lendemain du mariage, Claire et Philippe se rendirent au cimetière du Père-Lachaise. Ils avaient pris l'habitude d'y aller ensemble le premier dimanche de chaque mois. La tombe d'Aurore était toujours impeccable, couverte de fleurs fraîches. Juste à côté, une autre pierre tombale plus modeste, Sophie Martin 1965-2012. Celle qui protégea l'enfant et garda le secret Claire avait fait transférer les restes de Sophie l'année précédente. Les 2 femmes qui l'avaient aimée reposaient maintenant côte à côte. « Bonjour maman, bonjour Sophie », dit doucement Claire en posant des roses blanches sur chaque tombe. « Je viens vous donner des nouvelles. » Elle s'assit dans l'herbe, Philippe à côté d'elle. « Je me suis mariée hier, avec un homme merveilleux. Vous l'auriez aimé. » Elle sourit à travers ses larmes. « La clinique va bien. On a soigné notre 1500e patient la semaine dernière. Papa a ouvert 6 refuges maintenant. On aide les gens. Comme vous nous avez aidés, » Philippe ajouta. « Delaunay est toujours en prison. Son appel a été rejeté. Il y restera jusqu'à sa mort. Justice a été faite. Aurore. » Enfin, ils restèrent là un long moment, dans le silence paisible du cimetière. Finalement, Claire se leva. « On doit y aller, mais on reviendra bientôt. On revient toujours. » Elle toucha les 2 pierres tombales. « Merci, merci de m'avoir donné la vie. »
Merci de m'avoir protégée. Merci de m'avoir aimée. Grâce à vous deux, je suis qui je suis. » En marchant vers la sortie, Claire regarda le ciel bleu. « Tu sais ce qui est étrange, papa ? Pendant des années, j'ai pensé que ma vie était une tragédie. Orpheline, pauvre, seule. Et maintenant, je vois que c'était juste le premier chapitre. Le début difficile avant le happy end. » Elle prit le bras de son père. « J'ai une famille qui m'aime, un mari merveilleux, un travail qui a du sens, des patients qui comptent sur moi, et un père qui est l'homme le plus fier du monde. » Claire appuya sa tête contre son épaule. « Un âne a traversé la mort et m'a ramené à toi. Si ce n'est pas le destin, je ne sais pas ce que c'est. » Ils sortirent du cimetière main dans la main. Devant eux, Paris s'étendait, vibrant de vie et de promesses. 28 ans d'obscurité, puis la lumière, une bague en émeraude, une mère qui protégea jusqu'à son dernier souffle, une femme qui garda un secret par amour, un père qui ne cessa jamais de chercher. Et maintenant, enfin, une famille réunie. L'histoire de Claire Martin, non, Claire Morel, n'était plus une tragédie. C'était un triomphe.